Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons revoir des SSD avec des problèmes. Pourquoi nous allons reparler de ça? Eh bien parce que j'en ai reçu quelques-uns venant de vous et que j'ai pu analyser quelques problèmes différents, quelques problèmes aussi similaires aux problèmes dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Et aujourd'hui je vais vous prévenir contre quelques autres problèmes que j'ai pu voir et aussi vous parler tout simplement des différents soucis que j'ai pu voir. Alors première chose à dire, la plupart des problèmes que j'ai vus sur ces SSD étaient d'ordre de problèmes firmware, c'est-à-dire qu'en gros, la plupart du temps, il s'agit de gros bugs de firmware. Pourquoi? Parce qu'un SSD, c'est beaucoup plus compliqué qu'un disque dur à plateau, parce qu'il a ce qu'on appelle une table d'allocation des secteurs, en fait, on va appeler ça comme ça en français. En gros, c'est un truc tout simple, ça permet de faire en sorte de distribuer les fichiers sur les différentes puces. Et donc de cette manière-là, enfin ou plutôt les parties des fichiers, donc en gros ça les éclate en plusieurs morceaux, disons qu'il y a 8 canaux sur le contrôleur, et bien ça permet de le distribuer en 1/8 de fichier par puce, pour que ça puisse utiliser 8 fois plus de débit qu'une puce seule. C'est simple, c'est efficace, c'est une bonne idée. L'autre truc, c'est que pour faire en sorte que l'usure soit moins forte sur le SSD, eh bien, il y a un système qui permet de faire en sorte que si une case, enfin un secteur a été plus usé qu'un autre, eh bien, au lieu de continuer à user celui-là, eh bien, il va user d'autres secteurs, etc., de telle manière que tout le SSD soit usé de manière uniforme. Ensuite, il y a des contrôleurs plus compliqués, comme ceux que je vous ai parlé dans la vidéo sur les contrôleurs SandForce, des contrôleurs qui font des traitements bizarres sur les données avant de les écrire sur les puces, genre de la compression, ou de la non-compression, ou différents types de déduplication, c'est-à-dire en gros la déduplication c'est simple, c'est si vous avez la même chose dans deux secteurs, en utilisez qu'un seul au lieu de deux. Bon bah voilà, c'est des techniques de compression, tout ce qu'il y a de plus basique. Le problème c'est que ça complexifie encore cette table d'allocation de machin chouette. Alors pourquoi je vous parle de cette table? Eh bien parce que c'est souvent ce truc-là qui fait que ça ne marche plus. La table est corrompue, et ça fait en sorte que le SSD ne comprend plus rien à ce qu'il y a dedans. Alors, c'est un problème qu'il peut y avoir aussi avec un disque dur à plateau, même si c'est excessivement rare, généralement ce qui se passe, c'est la tête qui est foutue. En gros, ce qui se passe, c'est que, eh bien, il y a un bug firmware, il y en a même plusieurs, et il n'y en a pas que sur les SandForce, même si les SandForce en sont bourrés. Les SandForce, eux, ils cumulent tout, en fait. Ils ont la compression, ce qui est complexe à gérer, il y a la table d'allocation et machin chouette, il y a le fait que généralement, sur ce genre de SSD, il n'y a pas de condensateur pour faire en sorte que la table d'allocation, si elle est corrompue, enfin en gros si le courant se coupe au moment où cette table d'allocation est mis à jour, si ça se coupe pile à ce moment-là, eh bien elle arrive complètement corrompue parce qu'il n'y a pas de petit condensateur pour continuer le transfert vers les puces. Alors ça c'est quelque chose que je vous ai montré sur le SSD Crucial MX500, il y a des condensateurs pour empêcher ce genre de corruption. Parce que ce genre de corruption, c'est le genre de corruption qui fait que le SSD ne démarre plus alors qu'il n'y a aucune panne dans aucune puce. Donc voilà, et le dernier truc, c'est que le SandForce n'utilise pas de puce de RAM. Alors ça veut dire qu'en gros, franchement, la bataille qu'il doit faire pour avoir le peu de place, parce qu'en fait il a de la RAM, mais directement à l'intérieur du contrôleur. Donc bon bref, en gros il a plein de problèmes. Mais ce genre de panne n'est pas exclusif à SandForce. Il y en a aussi dans certains. Alors l'un d'entre eux c'est celui-là. Alors ça m'a été envoyé en colis par un spectateur qui a voulu rester anonyme. Alors il y a marqué pochette en dédicace à Bob Morris, bon pourquoi pas, hein. Et là je suis la tradition des barrettes de RAM inutiles dans mes vidéos, c'est vrai. Donc c'est vrai que tout le monde m'envoie ça. Donc voilà, il m'a envoyé ceci, un HyperX Savage. Vous voyez, un HyperX Savage, vous voyez la référence, c'est celle-ci, ici, et vous avez aussi la version du firmware, c'est ce truc-là, là. Eh bien, si vous avez cette version-là, en Y ou en R, vous savez, il n'y a pas de A, en fait, après les deux zéros, eh bien, vous avez un SSD qui risque de se briquer à tout moment, là encore, alors qu'il utilise un contrôleur de marque Phison, et pas de marque SandForce. Alors, Phison, c'est une marque qui est notoirement connue pour faire des contrôleurs de cartes, de clés USB.
les fameux contrôleurs qui ont été hackés pour faire la... comment ils appellent ça déjà? La USB killer, quoi. C'est-à-dire la clé USB qu'on met dans un port USB et ça bousille, ça bousille les ports USB, quoi. C'est un truc qui avait fait les news, enfin bon, bref, en gros, c'est quelque chose de complètement anodin, très très rare, parce que c'est très difficile à faire un hack comme ça. Mais ça existe, et donc c'est la même marque qui là nous a préparé un très beau bug qui brique ces trucs là. Le problème c'est que ce bug a été très rapidement corrigé, très peu d'autres modèles, à ma connaissance j'en ai pas vu d'autres, en tout cas à part peut-être les tout premiers à avoir utilisé ce contrôleur, ont ce gros problème de brique de manière vraiment assez récurrente. Mais celui-là, eh bien, il a eu ce problème, enfin, il a eu un correctif qu'au bout de 2 ans et demi. Ça veut dire qu'en gros, tous ceux qui ont acheté ce SSD, pratiquement la totalité de ceux qui l'ont acheté, sauf ceux qui l'ont acheté récemment, eh bien, ils ont besoin de faire la mise à jour de ce firmware pour pas avoir ce bug. Le problème, c'est que la mise à jour, eh bien, personne n'en a parlé nulle part dans les médias ou je ne sais pas quoi. HyperX, enfin, Kingston, n'a pas diffusé de mail ou je ne sais pas quoi pour dire faites la mise à jour, c'est important, ou ce genre de truc. Non, ils ont fait ça discretos, vous savez, genre ça se sait pas et tout. Enfin bon, bref, donc voilà. Un petit problème comme ça de briques dans ce SSD. Il est complètement briqué, hein, je pense pas pouvoir réussir à le récupérer pour l'instant avec les méthodes que j'ai actuellement, mais je me poserai la question plus tard. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout les pannes fréquentes, parce que celle-là, bah, à part ce modèle-là, comme je vous l'ai dit, ainsi qu'un deuxième qui s'appelle, je sais plus, KC400 ou un truc comme ça, enfin un truc comme ça, c'est-à-dire le même, mais pas en version HyperX de chez Kingston, ont ce problème-là. Donc je vais le mettre de côté, voilà. Et donc maintenant on va parler d'un autre problème, c'est les SanDisk. Alors SanDisk, eux, ils ont un autre problème, c'est que cette génération-là utilise les mêmes puces de RAM, je veux dire de NAND flash. Vous voyez les deux là ici, celui-là c'est un X300S et celui-là c'est un Ultra 2. Alors ils les utilisent pas forcément de la même manière, mais c'est la même génération de mémoire flash de chez SanDisk dans les deux, et cette génération de mémoire flash a tendance à être sortie d'usine, mal testée, ou peut-être avec des problèmes indétectables en sortie d'usine, mais enfin bref, en tout cas, il y en a plein qui sont tombés en panne quelques mois après voilà, qu'ils aient été vendus, et d'autres qui tombent en panne comme des mouches petit à petit, ce genre de truc. À l'époque où ce SSD est sorti, le Ultra 2, si vous vous rappelez bien, j'ai acheté un SSD à cette époque-là, et j'ai fini par acheter un Kingston et un SanDisk, mais d'autres marques, d'autres modèles, je veux dire, une ancienne génération, un truc comme ça. Je crois que c'était le Ultra Plus que j'avais acheté, pas le Ultra 2 ou un truc comme ça. Eh bien, ces deux SSD utilisent des puces 19 nanomètres première ou deuxième génération de chez SanDisk, et ces puces-là sont des puces planaires, hein, ce sont pas des puces NAND flash, NAND 3D. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est une génération assez ancienne. Sauf que le Ultra 2, il l'utilise carrément en mode TLC et non pas en mode MLC. Ces puces-là sont juste, je veux dire, je suis désolé, si c'est pas de la 3D NAND flash, c'est-à-dire si c'est pas de la 3D NAND ou de la VNAND ou des trucs comme ça, c'est-à-dire en gros si c'est la génération 2D en gros de puces flash, il faut pas utiliser ça en TLC, il faut utiliser ça en MLC. Et tous ceux qui ont un TLC comme ça, un TLC 2D planaire quoi, franchement, ils ont des SSD qui sont pas terribles en termes de performance et en termes de longévité. Mais ceux-là en particulier, franchement, quand j'ai voulu acheter mon SSD de chez SanDisk à cette époque-là, eh bien, dans les commentaires d'Amazon, c'était genre un commentaire sur 2 qui disait mon SSD est tombé en panne au bout d'un mois, et puis certains, c'est même mon SSD est tombé en panne au bout d'un mois, je l'ai fait échanger, et mon nouveau SSD est retombé en panne au bout d'un mois, quoi, donc je le refais échanger, enfin bref, voilà, en gros, bref, des pannes à répétition, mais à répétition là-dessus, et donc je soupçonne ces pannes, bien sûr, de venir de ces puces-là en particulier, hein, les puces de NAND flash elles-mêmes, parce que c'est un contrôleur Marvell avec de la mémoire vive à côté, etc. C'est plutôt un bon contrôleur, etc. Ça fonctionne plutôt bien. Je n'ai pas vu de choses qui me laissent à penser que ce soit un contrôleur briqué ou un truc comme ça, même si ça peut arriver, hein, c'est peut-être le cas, hein, mais franchement, le fait que ce soit une panne si fréquente et si rapide me fait dire que c'est un défaut majeur et que ce problème n'est et comment dire, sur plein de modèles différents qui utilisent les mêmes puces, mais malgré tout qui utilisent pas du tout les mêmes firmware, parce que celui-là est un TLC, celui-là est un MLC, me fait dire que cette génération de puces avait un énorme problème. Donc en gros les SanDisk Ultra 2, etc. Et voici un autre SanDisk de la même époque. Ceci est un Extreme Pro.
Bon, c'est peut-être un petit peu plus récent, c'est pas le Extreme 2, mais il utilise des puces très similaires, il les utilise en MLC cette fois-ci, et là, cette fois, au lieu d'être briqué, bah lui, il est juste très lent avec des latences vraiment de merde. Donc, en gros, ce SSD va vite que s'il est vide. Quand il est plein, quoi, ben, il allait vite quand il était neuf, mais maintenant, il est juste super lent. Il fait faire des freezes au système d'exploitation, ce genre de truc. Et le point commun, encore une fois, cette génération de puces planaires de chez SanDisk. La dernière génération, en gros, de puces non 3D de chez SanDisk. Donc, bon, c'est pas très réjouissant, quoi, hein, comme problème. Donc, ensuite, nous avons ce Samsung. C'est un Samsung Pro, un 840 Pro. Donc 840 Pro, c'est, si je dis pas de bêtises, des puces planaires et avec, hein, et pas des puces 3D NAND, mais c'est en MLC, etc. Et ce SSD, il a fait une corruption majeure au système, mais le problème, c'est que je me dis que, enfin, j'ai vérifié tout ça, je suis pratiquement sûr que ce SSD n'a rien. En fait, ce SSD n'a absolument aucun problème, il fonctionne parfaitement bien. Son problème, c'est qu'il n'a pas de condensateur pour faire en sorte que si le SSD est arrêté en plein milieu, genre une coupure de courant en plein milieu d'une écriture majeure du NTFS, quoi, du système de fichiers Microsoft, le NTFS, bon, ça le ferait pas à mon avis avec du X4, mais avec NTFS, le problème c'est que il peut arriver que si on coupe au mauvais moment, ça fait une corruption majeure du système sans que le hardware n'ait un quelconque problème. Alors le truc, c'est que sur des disques durs à plateau, ça arrive moins souvent, et sur un SSD avec des condensateurs partout, genre les Intel ou les SSD de chez Crucial, enfin les récents, hein, les MX300 et MX500 par exemple, et peut-être aussi le BX300, ceux-là qui ont donc des condensateurs pour empêcher ce genre de problème d'écriture, eh bien ce genre de problème est donc beaucoup plus rare. Mais celui-là n'a pas ça, à mon grand étonnement, étant donné que c'est un Pro. Donc voilà, mais c'est une gamme Pro, mais attention, c'est pas une gamme entreprise. Il y a les gammes entreprises aussi de Samsung. Mais ce que j'ai appris, c'est en regardant certains parler de ce genre de SSD et tout ça pour faire des patchs dans le noyau Linux et tout ça parce qu'il y avait de gros problèmes de corruption, et bien visiblement les versions pro, enfin les versions entreprises, pas les versions pro, les versions entreprises ont le même problème. Donc en gros tous les Samsung de l'époque des 840, que ce soit le 840 tout court, le 840 Evo ou le 840 Pro, ou les versions professionnelles de ces trucs-là, ont tous des problèmes de corruption majeurs s'ils s'arrêtent net pendant un moment non propice, dis donc. C'est surtout pendant qu'on envoie des commandes trim dedans et qu'on coupe à ce moment-là. Alors ensuite, revenons à ce Neutron, le Corsair Neutron première génération. Donc ce SSD, en fait, le problème qu'il avait, c'est que visiblement, il mettait beaucoup de temps à démarrer, peut-être à cause d'une table d'allocation des blocs, là encore une fois, des secteurs, comme je vous ai parlé juste avant, qui était peut-être trop complexe. Alors du coup, ça mettait un certain temps à booter, sûrement le temps que ça la lise et que ça la comprenne, en fait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est une petite mise à jour du firmware, et un Secure Erase, c'est-à-dire en gros le fait de tout effacer, dire au SSD lui-même d'effacer tout lui-même. En fait, c'est pas juste effacer, vous savez, genre mettre des zéros partout, ce genre de truc, mais c'est une commande qu'on envoie au SSD ou à un disque dur à plateau d'ailleurs, qui lui dit vas-y, fais ton boulot. C'est un peu comme les commandes Smart, en gros, qui lui envoie une commande pour lui dire vas-y, vérifie si tu marches bien. Bah là, c'est une commande qui dit vas-y, efface tout. Et maintenant, bah il démarre tout aussi vite que n'importe quel SSD. Donc visiblement, c'est un contrôleur qui, là-dedans, a pas vraiment un bug, mais peut-être un petit bugounet, je sais pas comment on peut dire ça, qui fait que si la table d'allocation des secteurs est devenue trop complexe, il met longtemps à démarrer. La mise à jour du firmware semble avoir amélioré ça d'ailleurs. Et maintenant le dernier SSD, c'est celui-là. Alors j'avais parlé déjà au début d'un colis de mes avancées sur un SSD Intel, où je vous avais dit que j'avais pu lire la table des partitions, etc. Mais bon, comme on m'avait pas demandé de récupérer des données, j'ai pas été beaucoup plus loin. Mais en mettant à jour le firmware et en faisant un Secure Erase pendant qu'il était visible, j'ai réussi à le récupérer avec, le rendre visible à nouveau, eh bien j'ai réussi à faire en sorte qu'il refonctionne comme il faut. C'est à base de SandForce, hein, donc c'est important, c'est un petit peu les travaux que je fais en ce moment. J'essaye de voir comment se démerder pour récupérer des données dans les SandForce, parce que ça n'a jamais été fait en fait. Donc, en gros, j'ai
J'aurais pu essayer de récupérer les données, mais je ne l'ai pas fait parce que, bah voilà, hein, on m'a dit de ne pas le faire, donc je ne le fais pas. Mais là, on m'avait dit de récupérer les données qu'il y avait dans ce SSD, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de le rendre visible comme le Intel, et j'ai réussi. Donc à deuxième avec un SandForce, que j'ai réussi à re-rendre visible alors qu'il était briqué. Le truc qui s'est passé, c'est que ensuite j'ai voulu faire un backup, parce que je me suis dit, oh il est visible, vite, faut faire un backup. Et donc, ben voilà, j'ai fait un backup, sauf que le backup, il a craché, arrivé à 47% environ. Et donc, le truc, c'est que, bon, bah j'ai pu récupérer une partie des données, mais le truc, c'est qu'une fois ce backup fait, plus moyen de le faire revenir. Il s'était bloqué, mais genre maintenant à 100%. Avant, il était bloqué, disons, à 98%. Maintenant, là, bloqué à 100%. Complètement bloqué. Donc, ben voilà, ce qui s'est passé, c'est que, visiblement, ce qu'il faut faire, c'est que quand il est revisible, il faut le mettre à jour le firmware. Peut-être. Je sais pas. Ou renvoyer le firmware, ou je ne sais pas quoi. Un truc de genre... et ensuite faire le backup. Donc j'ai encore besoin de SSD à base de SandForce pour pouvoir essayer mes théories et voir si j'arrive enfin à trouver une méthodologie pour pouvoir récupérer les données sur un SSD SandForce briqué. Mais en tout cas, le truc qui s'est passé, c'est que donc il s'est bloqué à 100% cette fois-ci. Donc maintenant, j'ai branché le truc, etc. Et j'ai fait la manip que j'avais fait avec le OCZ, qui était lui aussi bloqué à 100%, pour pouvoir essayer de récupérer les données. Enfin, non, pas de récupérer les données, parce que là c'est foutu, quoi. Mais je veux dire, essayer de le refaire fonctionner en effaçant tout et en refaisant un reset complet du firmware, c'est-à-dire en gros, en le mettant en mode 0 firmware, quoi. Il se démarre en mode flash, et ensuite on flash le truc, et hop, il initialise le firmware, et il wipe, il le vide complètement. Vous savez, la fameuse table d'allocation des blocs, comme je vous ai dit, la table d'allocation des secteurs, il l'efface complètement, il a refait de zéro, parce qu'il dit, hop, SSD vide. Voilà. Donc, voilà, je lui ai fait ça, et ça le refait fonctionner à nouveau parfaitement bien. Ce qui veut dire, encore une fois, que nous sommes en présence d'un SSD bloqué uniquement parce qu'il y a eu une corruption dans la table d'allocation des secteurs. Donc, en gros, si on fait le résumé, nous avons un qui déconne à cause de la table d'allocation des secteurs qui est devenue trop complexe, enfin, bon, pas que un, j'en ai 4 qui déconnent, si bon, ben, voilà. Ensuite, nous avons les SanDisk, là, par contre, ça n'a rien à voir. Nous avons ensuite celui-là qui a un blocage complet aussi à cause de ça. Donc, ça veut dire que nous avons déjà repéré des cas où c'est très fréquent. Les SandForce, c'est super fréquent. Donc, voilà. J'en ai eu 4, donc... avec un firmware, non pas avec un firmware, mais avec un contrôleur SandForce, avec ce problème de blocage complet à cause de ça, et j'ai pu prouver à 100% que c'était à cause de ça, parce qu'une fois remis à zéro, ça remarche nickel, donc là franchement, c'est on ne peut plus évident que c'est ça le problème. Donc nous en avons 4 qui avaient le même problème, et qui ont été tous, réparés de manière... plus ou moins identique, sauf le Intel qui a été réparé, on va dire, de manière à mettre le firmware comme il faut dedans, etc. Enfin, quand je dis réparé, hein, attention, hein, parce que c'est pas forcément réparé, hein, je dis réparé, mais jamais j'utiliserai ça, parce que quand on remet le firmware à zéro, certes, il remarche comme il faut, sauf qu'il y a plein de trucs que font les constructeurs après avoir injecté le firmware, comme par exemple repérer les secteurs morts de base qui sautent quand on fait ça. Ça saute complètement. Donc par exemple celui-là, j'ai pu récupérer en même temps que le backup les données smart et ce genre de données qu'il y avait à l'intérieur du truc. Et il y avait plein de secteurs morts notés en usine. Une fois que j'ai remis à zéro le machin, j'ai comparé ensuite les secteurs morts qui étaient mappés. 0 secteur mort mappé. Ça veut dire qu'il y a plein de secteurs morts là-dedans qui sont démappés en fait. En usine, ils les ont mis de côté parce qu'ils les ont considérés comme pas assez fiables, et donc le SSD était fiable, juste avec quelques secteurs mis de côté. Bah là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que vous allez marquer des données sur ces secteurs, parce qu'il n'y a aucun moyen de réinjecter le truc comme je fais, parce que j'ai l'outil pour faire ça, mais j'ai pas l'outil pour faire le test ensuite des mémoires extensifs et tout ça, pour pouvoir mettre les secteurs... Enfin voilà, il n'y a pas ça. Ça se trouve, ça se fait avant d'assembler le SSD, en testant les puces par puce, et puis ensuite avec un autre programme pour injecter au boss. Je ne sais pas du tout comment on fait ça. Et donc du coup, bon, ces SSD là sont morts, hein, ils sont morts. Voilà, sauf qu'ils remarchent. Ils sont morts, mais ils remarchent, ils sont morts vivants. Enfin bref.
Donc ce que je disais, c'est que ça, c'est un problème supra grave. Il y a le petit problème de ralentissement qu'il y a là-dessus et qui a aussi été vu sur d'autres SSD, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes de détection lente au démarrage, notamment, je crois que c'est les SanDisk qui ont ce problème-là. D'autres problèmes de corruption complètement injustifiables. Plusieurs années après SandForce et sous ces problèmes, et après IndyLinks et tous ces problèmes similaires d'ailleurs, nous avons encore un truc de chez Phison avec ce problème-là, à savoir que SandForce, tout comme Phison, sont des marques de contrôleurs qui ne laissent pas le constructeur modifier le firmware. Donc ça veut dire qu'en gros le bug il est dans le firmware de base d'origine donné par le constructeur du contrôleur, donc c'est très rassurant et ça veut dire que ce bug est partout. Ensuite, enfin il est partout dans tous ceux qui n'ont jamais été mis à jour. Ensuite nous avons ceux-là. Alors celui-là c'est un SanDisk donc avec des problèmes de trucs, donc nous avons des contrôleurs Marvell et ceux-là pour l'instant il y a des chances qu'il y ait des moyens de briquer ce genre de contrôleur. C'est déjà arrivé notamment sur le Crucial M4 il y a très longtemps. C'était pas un brick complet en fait, il fallait le brancher, attendre un petit peu, le débrancher, attendre un petit peu, le rebrancher, attendre un petit peu, le débrancher, et puis ensuite le rebrancher, et là il marche. Parce qu'en gros il avait sûrement, en gros il a besoin d'une réinitialisation, parce que bon, sécurité sûrement, hein, ou un truc comme ça, en cas de panique ou ce genre de truc. Et donc cette manip là que je vous ai expliqué là, qui est assez simple et qui est décrite un peu partout, et bien cette manip là fonctionne pour débloquer les contrôleurs Marvell qui seraient bloqués à cause d'un problème software, donc c'est plutôt bien. Ensuite il y a une marque auquel j'ai jamais vu de problème de type firmware et tout ça, c'est Silicon Motion jusque là. Si vous avez un Silicon Motion en panne, eh bien ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs de toute façon si vous avez n'importe quelle marque de SSD et n'importe quel contrôleur de SSD, n'importe quel SSD, quelle capacité ou je ne sais pas quoi en panne, ça m'intéresse énormément parce que j'ai encore besoin bien entendu d'avoir du matériel comme ça sur lequel expérimenter, parce que on découvre des trucs, hein, on commence à avoir un bon petit paysage de ce qui pose problème sur ces machines là, quels sont les contrôleurs les plus fiables, quels sont les firmware les plus fiables, quelles sont les marques les plus fiables, et surtout j'ai besoin aussi de ce genre de choses pour confirmer ou infirmer différentes théories. Enfin en tout cas vous avez vu ça, quelques avancées sur les contrôleurs SandForce. Il va me falloir encore quelques SSD sur lesquels expérimenter. Mais si ça continue comme ça, je suis bientôt prêt à faire une vidéo, à mon avis, sur comment récupérer au moins partiellement les données contenues dans ce genre de SSD. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. Sinon, encore une fois, comme je vous le dis, hein, j'en ai besoin d'autres pour tester, parce que jusque-là, c'est pas forcément très net ce qu'il faut faire, hein. Encore une fois, je sais pas s'il faut mettre à jour avant, s'il faut pas mettre à jour, s'il faut surtout pas toucher au firmware, s'il faut... non, c'est difficile de savoir, hein. Il faut savoir que ce genre de SSD, ceux à base de contrôleurs SandForce, même la société PC3000, qui est une bonne source d'information d'ailleurs pour avoir des statistiques sur les types de pannes et les pannes qu'il y a sur différents types de contrôleurs d'ailleurs, hein. Par exemple les contrôleurs Phison, visiblement c'est assez fréquent qu'ils se briquent. Et bien cette société-là fait un logiciel pour faire en gros du débugage de SSD pour pouvoir récupérer ces données, etc. Ils vendent ça une fortune. Et ce logiciel-là est utilisé notamment par les sociétés de récupération de données. Eh bien, ils n'ont toujours pas trouvé de méthode pour pouvoir récupérer les données sur les SandForce. Et il faut savoir que la méthode qu'ils utilisent est différente que par rapport à la méthode que j'utilise moi, parce que eux, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font démarrer le contrôleur en mode flash, et ensuite ils chargent un firmware générique, on va dire, pour pouvoir réaccéder aux données. Le problème, c'est qu'avec les SandForce, si on utilise cette méthode-là, eh bien on efface la table d'allocation des blocs, donc on perd toutes les données. D'ailleurs, il y a peut-être des cas où il est totalement impossible de pouvoir récupérer les données parce que la table d'allocation est complètement corrompue, comme avec le OCZ ou comme avec celui-là, une fois avoir backup une partie des données qui étaient contenues dedans. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai autre chose à dire dans cette vidéo. Je ferai très certainement un de ces jours, quand j'aurai un peu plus de panel de référence au niveau des SSD, un peu plus de matière comme ça. Parce que pour l'instant, du contrôleur Marvell qui déconne, je n'ai jamais vu ça ailleurs que chez SanDisk avec ce type de puce. Donc voilà, du coup je soupçonne énormément les puces flash qu'il y a là-dedans, à savoir en plus que, comme je le disais, les statistiques en termes de panne sur cette génération de SSD de chez SanDisk étaient épouvantable. Donc clairement
il n'y a rien d'autre à soupçonner à part les puces flash. Ce type de puce flash, d'ailleurs c'est le type de puce flash qui avait été utilisé par Kingston dans le SSD No V300, voilà, avant qu'il les remplace par des versions plus lentes venant de chez Micron. Les versions plus lentes venant de chez Micron, elles ont été critiquées pour que Kingston ait changé les puces en cours de route et tout ça. Mais la raison pour laquelle ils ont changé les puces en cours de route, ce n'est pas parce qu'ils voulaient gruger et acheter des puces moins chères, c'est parce que ces puces 19 nanomètres de chez SanDisk ne sont juste pas du tout fiables. Ils ont dû avoir beaucoup trop de problèmes avec ça, parce que SanDisk, en fait, ils vendent leurs puces sous le nom de la marque Toshiba, je pense, parce que SanDisk et Toshiba, c'est un peu comme Intel et Micron, hein, c'est les mêmes puces, mais sous deux noms différents. Et bien, visiblement, ils les ont vendus à Kingston et tout ça, ils étaient pas du tout satisfaits du nombre de retours SAV, donc ils les ont échangés contre des Micron. Par contre, il y a aussi un autre truc qui est marrant, c'est toute cette tonne de glu qu'il y a chez SanDisk, vous voyez, partout autour des puces. Alors ça, franchement, c'est vraiment pas du tout, mais du tout un signe de confiance pour moi. Dès que je vois de la glu autour de ces composants, je pense tout de suite aux pannes de la Xbox 360, c'est-à-dire des problèmes de soudure de BGA, c'est-à-dire des problèmes de soudure de puces. Et donc, voilà, c'est vraiment le seul constructeur qui fait ça, et franchement, ça craint. Hein. Dès que je vois ça, moi, je me dis, qui dit faire ça, dit, ça cache quelque chose, parce qu'il n'y a aucune raison de faire ça. Je sais qu'il y en a qui disent, ouais, mais c'est pour améliorer la dissipation thermique et tout ça. Non, je vois pas en quoi de la colle en résine aide vraiment la dissipation thermique. Ensuite, le deuxième truc qu'on peut dire à propos de cette colle, c'est que certains ils disent « Oui, mais ça empêche l'oxydation des billes en dessous et ce genre de trucs. » Pas du tout, parce que ça fait pas le tour. Ça fait pas le tour du tout de la puce. C'est pas hermétique, donc ça change rien. En fait, ce genre de colle, ça sert juste à faire en sorte que si les billes sont juste à touche-touche avec le PCB et sont mal soudées, que la déformation du PCB ou ce genre de truc, des dilatations et ce genre de choses, ait moins d'incidence pour que ça réussisse à atteindre jusqu'à la fin de la garantie. Donc ça, franchement, dès que je vois ça, je soupçonne qu'il y a anguille sous roche, hein, parce que les seuls trucs que j'ai vus avec ça, c'était à chaque fois, des machines avec un haut taux de panne. Et c'est le cas de cela. Donc ça veut dire que où ils se sont dit on a un fort taux de panne, où ça vient de nos puces, où ça vient de nos soudures, et ils se sont dit on va mettre de la colle partout, parce que comme ça si ça vient de nos soudures, et ben on verra, ça va faire descendre un petit peu notre taux de panne, et on va se dire bon bah ok c'est les soudures, et si ça fait pas descendre, et bien c'est nos puces, enfin ce genre de truc, ou alors c'est parce que en plus d'avoir un problème de puce, ils ont un problème de soudure, enfin j'en sais rien. En tout cas le nombre de pannes était sur ces deux SSD et sur plein d'autres SSD de chez SanDisk de cette génération-là à peu près, c'est-à-dire entre 2014 et 2015, un truc comme ça, peut-être fin 2013 aussi, toute cette période-là, le taux de panne était tellement ahurissant que ça faisait des pavés partout sur Amazon. Alors je sais que tout le monde va dire oui mais des pannes SSD et tout ça, il y en a partout, des pannes disques durs c'est pareil, il y aura tout le temps des pavés et des tas de personnes mécontentes dans les commentaires parce que c'est des périphériques qui de toute façon sont pas fiables dans les premiers mois quoi. Il faut toujours faire très attention quand on vient d'acheter un SSD ou un disque dur à plateau, c'est exactement le même problème. Ils peuvent avoir des problèmes de panne de jeunesse, on va appeler ça comme ça. Donc en gros ce qu'il faut faire c'est les essayer, les tester, faire des tests bien approfondis dessus, mettre 2 tonnes de fichiers, vérifier si on peut les recopier à nouveau, enfin ce genre de trucs, bref, faire des tests. Et une fois qu'on a fait ça, on peut se dire, je peux faire à moitié confiance à ce SSD ou à ce disque dur. Et ensuite, une fois que 2 mois sont passés, ou 3, on peut dire, bon ok, là je peux faire à peu près confiance à ce SSD un peu plus. Mais il faut jamais faire confiance à 100% à un SSD ou un disque dur. Un backup obligatoire tout le temps. Et ça, c'est le cas pour les disques durs à plateau et pour les SSD, à savoir que les SSD, les disques durs à plateau, n'ont pas, à part si vous prenez des cas comme les SandForce, n'ont a priori, à ma connaissance, pas plus de chances de poser de problèmes de panne comme ça, de trucs. Bon, certains ont plus de chances de faire des corruptions, ça c'est clair. Ça, donc voilà, ça fait qu'il y a peut-être plus besoin de faire des backups. Mais des backups qui sont à cause d'un complet crash, comme par exemple celui-là, ou une complète destruction des puces flash comme celui-là, c'est quand même plus rare que sur un disque dur à plateau, les problèmes de tête qui sont pétés ou des trucs comme ça c'est vraiment hyper fréquent quand même. Hein. Faut quand même le dire, trouver des SSD en panne
Ça se fait, c'est pour ça que j'ai besoin de vous, voilà, c'est seulement grâce à vous que j'y arrive, parce que en trouver en panne dans le commerce et tout ça, c'est impossible. Déjà parce qu'il y a moins de gens qui achètent de SSD que de disques durs à plateau, mais aussi parce que ça tombe moins souvent en panne, à part encore une fois les SandForce, mais encore une fois, hein, ça fait quand même un petit milieu par rapport. Et qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça, oui, alors que les disques durs à plateau, ça par contre, vous pouvez en trouver des cajous entiers sur eBay. Hein, ça, il n'y a pas de souci, hein, des disques durs à plateau en panne, vous pouvez y aller hein, si vous voulez faire des expériences là-dessus. Donc bref, ça franchement c'est très très facile. Et franchement, le nombre de retours SAV que j'ai fait juste après avoir reçu un disque dur parce qu'il était en panne à cause du transport, ça c'est hyper fréquent. Sur les SSD, il n'y a pas ça comme problème déjà. Donc bref, sur cette note positive, je vais vous laisser plus ou moins, parce que je ne pense pas avoir quoi que ce soit de plus à dire. En tout cas, voilà, comme je le disais, certains SSD, surtout les plus anciens, comme ceux-là, avaient des bugs. Celui-là ou le Crucial M4, par exemple, ont ce genre de bug. Ensuite, d'autres SSD, comme celui-là, beaucoup de SanDisk, et pratiquement tous les SSD, en fait, à part les Crucial et les Intel, ben, ils perdent des données, quoi. Si vous éteigniez l'ordinateur de manière abrupte pendant qu'il est en train d'écrire des trucs, eh bien, il risque de corrompre complètement vos données, mais il fonctionne toujours. D'autres SSD, comme par exemple celui-là ou celui-là, bah, s'ils sont coupés, là, ils démarrent carrément plus. Si vous arrêtez le PC et que ça tombe par malchance pile au moment où il met à jour la table d'allocation des secteurs. D'autres ont des problèmes flash, mais alors ça, franchement, à part les puces flash 19 nanomètres de chez Toshiba SanDisk, je pense n'avoir jamais vu de puce flash qui était autant foireuse. J'ai jamais eu droit à ce genre de panne fréquente et tout ça. J'ai jamais entendu ça nulle part sur internet ou ailleurs ou je ne sais pas quoi. Mais ceux-là sont vraiment reconnus, hein, franchement. Enfin bref, surtout qu'en plus, là, ils ont fait l'exploit d'utiliser de la mémoire déjà pas fiable d'origine et l'utiliser en TLC, qui est un mode d'utilisation qui est de toute façon, même sur de très bonnes puces flash, pas tellement fiable si vous utilisez des puces flash 2D et pas 3D, quoi. C'est un truc de fou, à quel point SanDisk prenait tous les risques possibles pour essayer de vendre leur SSD le moins cher possible, et donc essayer d'avoir, je suppose, un avantage au niveau du prix sur les concurrents, et donc essayer d'avoir plus de parts de marché. Bon bah voilà, c'est la fin de mon petit point sur les SSD. Si vous avez ce SSD là, ou n'importe quel Kingston de toute façon, bah faites les mises à jour le plus vite possible. Comme ça au moins vous êtes fixé. Si vous aviez un bug, bah, il sera réglé. Si vous n'avez pas de bug, ben, il sera réglé quand même. Ou vous aurez tout simplement la confirmation que vous n'avez pas à faire de mise à jour pour votre SSD. Mais si vous avez un HyperX Savage, alors là franchement, allez vite télécharger l'ISO pour pouvoir mettre à jour ce SSD. Parce que franchement, ce serait bête d'avoir comme celui-là un SSD qui marche parfaitement, mais que il y a eu une corruption, exactement comme ça se faisait avec les SandForce, et ça marche plus. Donc voilà, je pense que j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine.